Donc le titre, c'est vrai que je l'ai choisi rapidement. Quelle est la différence entre la pyramide du Louvre et une cellule? Et c'est un peu stupide parce que c'est presque évident et il y en a tellement. Mais c'était une manière aussi de pouvoir ouvrir le débat sur une question un peu générale et puis comme ça on pourra essayer de... tout le monde peut se poser cette question-là, il n'y a pas que moi qui peut se poser cette question, donc tout le monde peut avoir des réponses à ça et puis utiliser cette question pour en poser d'autres, donc vous aussi. Donc le but c'est qu'on essaie de discuter un petit peu pendant la présentation. Alors c'est classique, un chercheur il commence, il dit vous pouvez poser des questions pendant, puis personne ne pose jamais de questions généralement. Donc là pour être sûr que vous participiez, c'est vous qui allez faire un peu le début. Donc les premières réponses c'est vous qui allez les donner. Et puis moi je vais plutôt essayer de trouver une autre manière de voir le truc pour être existe-t-il ne serait-ce qu'un point commun entre les deux. Mais bon, d'abord quelle est la différence, donc pour situer un petit peu la question. Donc voilà les protagonistes. Et donc quelle est la différence? Est-ce qu'il y en a, est-ce que vous voyez des différences? Si vous n'en voyez pas, vous n'êtes pas des bons chercheurs. Hein. Donc je sais pas, est-ce que vous voyez une différence? La taille, ça c'est une bonne réponse. Là on a à peu près 40 mètres. Et là on a à peu près 40 microns. Donc c'est 1 million de fois plus petit. Donc globalement si on rétrécit ça, on rétrécit jusqu'à la taille d'un téléphone portable, on a déjà vachement rétréci, et bien on fait encore la même taille de rétrécissement et on va jusqu'à la cellule. Donc vous imaginez, là vous n'arriviez même pas à avoir le téléphone portable là, et donc la diminution pour aller de là au téléphone portable, vous la faites du téléphone portable pour aller jusqu'à là. C'est vraiment petit. Donc quelles conséquences ça va avoir d'ailleurs de rétrécir comme ça la taille? Pardon? Ah, pour le poids, vous voulez dire? Ah, c'est sûr que, alors ça c'est une très bonne remarque, la gravité n'aura pas du tout le même effet sur la pyramide que sur la cellule. D'ailleurs, la cellule, elle n'en a rien à faire de la gravité. Donc, là, elle est sur une lame de verre comme ça, on pourrait la mettre à l'envers, elle serait exactement pareille. Alors que si on retourne la pyramide, ça va pas lui plaire. Donc c'est sûr que là, c'est une très bonne importance, c'est une forte importance entre les deux, c'est la sensibilité à la gravité qui n'existe pas du tout ici et qui est prédominante dans la structure de la pyramide. Une est en 3D et l'autre est complètement aplatie. Alors là elle a l'air aplatie et c'est vrai que quand on les met sur des lames de verre comme ça, elles sont souvent très très plates, même si elles ont un petit volume quand même, mais c'est vrai que celle-là elle a l'air plutôt à 2D. Mais il suffirait de regarder celle-là du dessus pour qu'elle ait l'air d'être à 2D aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation dans l'espace, en termes de rapport d'aspect, c'est pas exactement pareil. Alors celle-là, elle bouge. Donc celle-là, elle est vivante. Donc vivante, ça veut dire qu'elle est capable de se nourrir, et puis de bouger, donc de consommer de l'énergie, de se déplacer, de se diviser, donc de se reproduire. Vous pouvez attendre longtemps avant que la pyramide du Louvre... Alors même si elle a sa contrepartie en dessous, hein, à l'envers, elles ne vont jamais proliférer, se déplacer comme ça. Donc ça, c'est une très très grosse différence, c'est la dynamique. C'est-à-dire que celle-ci, elle est dynamique. Ça, c'est une différence majeure entre les deux, ça c'est sûr. Des points communs? Sur géométrique qui présente avec l'élaboration de la cellule. Ah ouais, ah, ça c'est mon point commun préféré. C'est la structure géométrique parce que, qui préside à la structure... À quoi? À la création de la cellule, ouais. Qui n'est pas évident à première vue comme ça. Ouais. Et moi, il y en a un que j'aime bien, le point commun, c'est la transparence. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous le faisiez justement remarquer, on a envoyé de la lumière, on a regardé à travers, et on a vu à travers. C'est-à-dire on ne voit pas des objets noirs, ils sont transparents. Et ça se voit encore mieux si on se met à l'intérieur de la pyramide. À l'intérieur de la pyramide, on voit complètement le Louvre qui est derrière. C'est en ça d'ailleurs que ça s'intègre dans un ensemble. C'est-à-dire que tout le travail de l'architecte a été de rendre cette structure la plus transparente possible. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé de la faire en verre. Et là, cette transparence qui fait qu'on peut voir à travers. Et c'est un des aspects majeurs de
du pourquoi, du comment de la construction de la pyramide, c'est qu'elle est transparente. Et du fait de sa transparence, on peut révéler des choses avec la lumière. C'est-à-dire qu'on peut, là vous voyez par exemple avec l'éclairage, on peut éclairer la pyramide d'une certaine manière, ce qui fait qu'on va pouvoir révéler toute sa structure interne, toute son architecture. Alors que cette reproduction des chevaux de Marly qui est devant, ben, quand on l'éclaire, on a un reflet massif, on a un reflet de cette structure qui est massive. Ça ne nous indique pas grand-chose sur son intérieur, sur comment c'est construit, etc. Alors que là, par des stratégies d'éclairage, on révèle l'intérieur, pas de stratégie d'éclairage, et par la transparence. Et ça, c'est un point commun avec les cellules, parce qu'avec les cellules, on peut révéler des choses avec des stratégies d'éclairage et avec la transparence. Donc, là, on a mieux la sensation de l'étudiant qui arrive, il met les yeux dans le microscope, il voit ça. Et donc là, c'est un marquage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les cellules, on a mis des petites molécules fluorescentes qui vont s'accrocher à certaines structures dans la cellule, comme ça on peut voir les structures dans la cellule. Et d'abord, on est frappé par l'aspect assez magnifique de la chose, parce que là, on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme 7. Mais sur une petite lame de verre qui fait 1 cm par 1 cm, il y en a des milliers comme ça, qui ont toutes des formes différentes. Et on peut les regarder comme ça pendant des heures, juste par la curiosité de voir la diversité de ces formes, de ces géométries, de ces structures. Et on peut aussi aller regarder de très près pour essayer d'aller se dire, d'essayer de bien décrire ces structures. Et donc on voit beaucoup de variétés, beaucoup de différences. On voit des câbles, qui nous rappellent justement aussi ce que vous disiez sur l'architecture de la cellule, l'architecture de la pyramide. On voit des câbles comme ça. C'est des filaments qu'on appelle des filaments d'actine. Donc c'est un polymère, c'est-à-dire que c'est fait de plein de petits monomères, donc des petits morceaux qui sont mis bout à bout pour faire un filament. Et puis ce filament, il traverse toute la cellule. Et il y en a plein. Il y en a plein. Et puis ils se rencontrent, ils font des nœuds, ils font d'autres nœuds. Ils rayonnent dans toute la cellule. Parfois ils passent par des cendres, parfois au contraire ils vont traverser comme ça, sans passer par le centre, parfois ils font autre chose. Parfois ils font des structures qui n'ont rien à voir, on voit au bout là, la cellule elle a comme fait des petites fleurs aux extrémités là, qui poussent d'autres genres de structures qui vont aller lui permettre de faire croître ces espèces de mains comme ça qui vont aller pousser pour aller chercher des choses autour d'elle. Et puis on voit aussi ces belles courbes qu'elles ont là, assez régulières. Mais en même temps pas super régulières, pas toutes les mêmes. Parfois il y a des petits poils. Ces petits poils, si on les voit, c'est qu'ils sont pleins d'actine. Donc l'actine, les filaments d'actine vont autant faire les petits poils que de faire les gros câbles, que de faire les nœuds, que de faire les doigts qui poussent. Donc on voit plein de structures différentes et on voit pas bien le rapport avec la pyramide. Si on voit pas bien le rapport, c'est aussi qu'on n'est pas vraiment dans la même configuration. C'est-à-dire que là, la cellule, elle est sur une lame de verre, elle s'est étalée, elle est partie dans tous les sens, et puis elle a construit ces structures-là, alors que la pyramide, quand on fait un petit Google Earth, on zoome, la pyramide elle est quand même bien géométrique. Elle est bien carrée, entourée de bases bien triangulaires, avec ses copines, les petites pyramides dans les axes de symétrie. Tout ça, ça a été conçu pour répondre à la géométrie de la cour à Napoléon. Tout ça, c'est... Il y a juste le petit cheval qui est ici qui vient perturber cette belle symétrie, mais c'est pour pouvoir être en alignement avec les Champs-Élysées, il paraît. Mais donc, globalement, elle est quand même très régulière dans sa géométrie. Mais elle n'est pas régulière par hasard, la pyramide, elle ne s'est pas étalée dans la cour Napoléon pour devenir carrée. Il y a Yong Ming-pei, qui est l'architecte en chef général, qui l'a dessiné comme ça. Au tout début, quand Mitterrand lui a demandé de réfléchir à un monument pour rajouter 90 000 m² au Louvre, il a commencé par dessiner ça au tout début, dans les 4 premiers mois, où il se demandait s'il allait vraiment construire la pyramide ou pas. Donc si la pyramide a cette régularité, c'est parce qu'elle était dessinée comme ça. Alors on a dessiné la cellule comme ça. On l'a dessinée. Sauf que ça fait 40 mètres. Ça fait 40 mètres. Ça fait 40 microns. Donc c'est 1 million de fois plus petit, comme on disait tout à l'heure. Et donc là, on n'a pas dessiné une cellule, parce qu'on ne peut pas dessiner une cellule.
on a dessiné la base de la cellule. C'est-à-dire que les architectes, ils mettent les fondations, puis après sur les fondations, ils construisent. Alors on a dessiné les fondations. Donc qu'est-ce que c'est les fondations de la cellule? C'est les choses sur lesquelles la cellule est accrochée. Et donc dans un organisme, la cellule, elle va être accrochée à ses voisines. Et puis elle va être accrochée à de la matrice, à des fibres. Il y a plein de fibres, de collagène, plein de fibres qui entourent la cellule, sur laquelle elle est accrochée. Et ça, ces fibres, on peut les prendre, on peut les dissocier, on peut dessiner avec des techniques de micro-électronique, machin compliqué, on s'en fout. L'important, c'est qu'on peut dessiner avec. Et donc on a dessiné ça. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'autant il faut des mois, des années pour dessiner ça, autant nous, une fois qu'on a su dessiner un truc comme ça, on a pu en dessiner plein d'autres. On a pu faire plein de pyramides de plein de formes. Donc là, on a dessiné des différentes formes, et puis tous les jours, on pensait à des formes différentes, on rigolait, si on leur mettait ça, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que les cellules, là où vous voyez du blanc, de la fluorescence, il y a de la matrice extracellulaire, il y a des choses sur lesquelles elles peuvent s'accrocher. Et puis là où il y a du noir, elles ne peuvent pas. Donc elles sont obligées de s'attacher à ça. C'est comme s'il y avait les fondations d'une maison. Voilà, les fondations, elles sont là, elles ne sont pas ailleurs. On fait la maison sur les fondations, on ne la fait pas ailleurs. Donc quand on met les cellules là-dessus, elles sont obligées de se contraindre dans la forme qu'on leur a donnée. Donc là, elles font toutes des formes carrées. Puis là, elles font des triangles. Alors on a fait des trucs réguliers parce qu'on est des physiciens, on voulait pouvoir faire des choses régulières et essayer de pouvoir corréler un peu la forme avec ce qui se passe dedans, mais on aurait pu écrire prolifique, on aurait pu faire plein d'autres choses. Mais déjà, ce qui nous a fasciné, c'est de voir que toutes celles-là étaient carrées. Alors que le schéma, le dessin en dessous, c'est pas du tout le même. Alors que normalement, quand on fait des maisons, si vous voulez toutes des maisons carrées, vous leur faites toutes les mêmes fondations. Et si vous ne faites pas les mêmes fondations, vous n'avez pas les mêmes maisons en général. Et là, il n'y a pas les mêmes fondations, mais il y a la même maison. Ce qui posait la question de savoir, mais comment la cellule a fait pour s'adapter à ces différentes formes et dans tous les cas réussir à en prendre ce qu'on peut appeler l'enveloppe convexe de la forme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles font le tour entre tous les points qu'elles peuvent atteindre. Et à chaque fois, vous voyez que le tour de tous ces points, c'est un carré. Donc elles font le tour à chaque fois et elles vont réussir à atteindre l'enveloppe convexe de la forme. Pour bien comprendre pourquoi les cellules arrivaient à adopter ces formes, l'enveloppe convexe de ces motifs, on les a filmés en temps réel pour voir, parce que là c'est à la fin, c'est-à-dire qu'on a mis les cellules, puis au bout d'un moment on regarde ce qui se passe. On a voulu voir comment ça arrivait en vrai. Donc là vous allez voir un film, donc c'est une façon d'imager un peu spéciale, mais c'est pas grave. Là c'est la cellule au début. On voit juste en noir la zone sur laquelle elle est étalée, et là il y a une forme en V comme ça, qui va jusque là. Et on va voir la cellule qui découvre, c'est-à-dire qu'elle est en suspension dans le liquide. Elle tombe, boum, elle tombe là, elle fait A. Là je peux m'attacher, elle commence, et après elle va continuer. Elle s'étale, elle s'étale. Donc là c'est le temps, il a accéléré, ça c'est des minutes. 10 minutes. Et vous voyez, elle arrive bien à avancer sur la matrice qu'on lui a donnée. Et puis au milieu, elle doit tendre ses formes. Vous voyez la courbure dont je vous parlais tout à l'heure, on la retrouve là. Elle s'étale, elle s'étale, elle s'étale. Elle va arriver au bout. Il faut imaginer là que... Voilà. 35 minutes, c'est bon. 35 minutes, elle a tout couvert. Et elle a fait cette belle courbe comme ça. Donc elle a réussi, il a fallu une demi-heure comme ça pour s'étaler et découvrir toute la surface qu'on lui a donnée, donc en avançant comme ça. Sur combien de centimètres? Là, il y a 30 microns. Ah oui. Donc c'est des microns. Et n'importe quoi. Donc ça veut dire 30 millièmes de millimètre. Donc là, le millimètre, là ça va faire ici, ça va faire de là à là, il y a un dixième de millimètre. Ce millimètre, il est dans la rue. Ça, c'est un millimètre. Bah, voilà. Là, le mur, là, ça doit faire à peu près 1 millimètre. Même pas. Ouais, c'est plus que ça.